Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Le cancer colorectal est une pathologie pour laquelle les médecins trouvent que les questions fondamentales restent nombreuses. Un dépistage que l'on qualifiera de moyen, malgré des campagnes nationales fréquentes. Un diagnostic de ce fait assez tardif, parce que c'est un cancer qui parle peu, dont les signes d'alerte sont souvent perçus comme d'une grande banalité. Enfin, un pronostic qui reste préoccupant par manque de nouvelles thérapeutiques, à la différence de cancers tout aussi redoutables, et avec des techniques opératoires souvent lourdes de conséquences pour la vie des patients opérés. Alors, toutes ces affirmations un brin provocatrices, nos invités vont probablement les battre en brèche, tant ils ont prouvé leurs compétences dans ce domaine de la médecine. Philippe Godberge, que vous connaissez bien, est gastro-entérologue et très impliqué à Paris et très impliqué dans ce combat. Le professeur Éric Rullier, chef de l'unité colorectale au CHU de Bordeaux, est très en pointe sur les aspects techniques et il y a du nouveau. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-François Lemoine. Bonjour Eric. Bonjour. Philippe Godberge, vous trouvez que je donne une vision un peu péjorative de ce cancer? C'est rude, mais les chiffres sont contre nous. C'est-à-dire qu'avec 43 000 nouveaux cas par an, une incidence qui augmente avec à l'échelle de 2020 pratiquement 45 000 cancers, une mortalité qui fait qu'on a seulement 5 ans, c'est déjà énorme, mais 58% des patients qui sont vivants à 5 ans, il faut reconnaître que les chiffres ne sont pas en notre faveur. Par rapport quand même à des cancers où certes les données ont évolué en termes thérapeutiques ou scientifiques, mais qui sont parfois beaucoup plus redoutables. On compare par exemple l'évolution des traitements ciblés dans le mélanome, mais qui avait une mortalité dès le départ qui était considérablement plus élevée. Vous prenez un cas d'école avec le mélanome, non mais en plus bien sûr où là il y a eu un traitement qui a bouleversé complètement le pronostic. On vous le souhaite d'ailleurs, on verra si un jour on peut... Mais il y a toutes les causes que j'ai évoquées, dépistage, diagnostic trop tardif, tout ça, c'est ce qui explique ça reste malheureusement encore vrai, puisque au niveau du cancer colorectal, au moment du diagnostic, 30% des patients sont encore au stade métastatique, donc des stades 4. Ce qui est beaucoup quand même. Ce qui est beaucoup. Alors, vous, Éric Rullier, je sais que vous trouvez que mon jugement sur les techniques chirurgicales est peut-être un peu injuste, compte tenu du temps que vous passez à essayer de mettre des nouvelles techniques au point. Non, c'est plutôt clairvoyant comme analyse, parce que dans le cancer du côlon, les techniques ont évolué et elles ont apporté un bénéfice pour les patients. Par contre, dans le cancer du rectum, si on a réussi à améliorer, à faire des chirurgies de plus en plus précises, on a oublié le problème de la qualité de vie. Ça veut dire que tous les problèmes en termes d'amélioration de survie, diminution de récidive du cancer, là-dessus, on a été performant. Mais en termes de séquelles, de complications opératoires, et puis finalement, à long terme, la qualité de vie des patients, je pense que les chirurgiens, les cancérologues, les gastro-entérologues, tout le monde a oublié ce paramètre et heureusement que les patients sont là pour nous le rappeler. Certes, ils ont envie de vivre, mais à quel prix? Ça, c'est clair aussi. Juste une question qui est un peu hors sujet. Il paraît que c'est difficile de motiver les jeunes étudiants à devenir chirurgien abdominal et qu'on en manque, on risque d'en manquer beaucoup plus que dans les autres domaines de la chirurgie, ou c'est... Non, je crois qu'il y a des cycles. Il y a une période où, certes, la chirurgie était un petit peu délaissée. En particulier les chirurgies longues, difficiles, à haut risque de complications, avec des exigences en termes de garde, de suivi des patients. Actuellement, il semble que les jeunes générations soient à nouveau restimulées, alors avec un regain un peu particulier qui ne doit pas toucher que la médecine, je pense, c'est la féminisation de la profession. Donc manifestement, les femmes sont très consciencieuses, très travailleuses, très disponibles et on voit une évolution dans notre métier. Donc, beaucoup d'étudiantes, heureux hommes. Premier volet, le dépistage. Là, je me tourne vers vous parce que vous m'avez longtemps essayé de me convaincre que l'hémoculte était une solution remarquable. Ça fait des années que vous me dites ça. C'est quoi son efficacité réelle? Alors, son efficacité était insuffisante. Elle était parfois perçue comme telle par un certain nombre de médecins généralistes qui n'étaient pas très motivés. Or, on sait que pour qu'un dépistage soit efficace, cela doit d'abord passer par le médecin traitant plutôt que par l'envoi systématique à la population, soit du test, soit d'un recrutement. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe pour deux raisons. La première, c'est que ça reste encore par le biais des médecins généralistes avec la difficulté de motivation, mais surtout parce que les sociétés savantes, dont la Société nationale française de gastro-entérologie, se sont beaucoup démenées avec, y compris des associations de patients, pour obtenir désormais un test
immunologique qui a deux avantages. En termes de praticité, il est beaucoup plus simple qu'autrefois puisqu'il fallait 3 prélèvements de sel. Il continue à s'appeler hémoculte ou Non, on l'appelle pas hémoculte, c'est un autre test. Mais c'est l'évolution de l'hémoculte. On n'a plus l'hémoculte puis ce test aujourd'hui. Non, l'hémoculte a disparu. Il ne se fait plus en France. C'était un test colorimétrique qui visait à apprécier de façon semi-qualitative. On oublie. Maintenant, on a un test immunologique qui se présente un peu comme une espèce de coton-tige qu'il faut planter dans la selle puis envoyer après par la poste au centre de référence qui vont traiter le dossier. Simplement, il est traité par des automates qui permettent de régler le seuil de détection beaucoup plus finement avec des systèmes immunologiques donc qui ont un taux de sensibilité qui est beaucoup plus élevé, pratiquement le double de l'hémoculte. Et c'est vrai que ce dépistage s'adresse à ce moment-là au groupe à risque moyen. Vous en pensez quoi du dépistage, vous qui êtes totalement au bout de la chaîne, Éric Rullier? Ça serait extraordinaire si les gens pouvaient l'appliquer et si on pouvait avoir une efficacité à 100%, puisque manifestement le cancer colorectal se développe la plupart du temps sur des lésions précancéreuses. Et c'est évident que si on dépistait à tout le monde et si on pouvait traiter la maladie avant que ce soit un cancer guérissable, je pense que la chirurgie disparaîtrait. Mais vous avez vu évoluer le bout de la chaîne ou ça reste toujours, la situation reste toujours à peu près identique, c'est-à-dire que le dépistage n'a pas encore vraiment apporté la réponse? L'impression qu'on a, c'est qu'il y a des différences de culture entre les pays. Je vois l'impact des systèmes de dépistage en Angleterre où ils ont modifié les proportions de stades. Il y a beaucoup plus de stades précoces maintenant et moins de stades avancés, alors qu'en France, les avancées se font beaucoup plus lentement. Donc il y a probablement l'acceptation des tests dans certains pays qui est plus difficile que dans d'autres. On ne peut pas imaginer un test biologique un jour au point qui est pour... Juste pour rebondir sur ce que disait le professeur Rullier, c'est vrai que pour qu'un test ait un impact sur la mortalité par le cancer, il faut que plus de 45% de la population effectue ce test. On est actuellement en France aux alentours de 28-30, donc on a de la marge. Le test biologique actuellement, qui est les recherches soit de cellules tumorales circulantes, soit éventuellement d'anticorps, comme les tests Septine-9, sont actuellement très en aval en termes tumoral et on arrive déjà sur des formes plus évoluées avec une sensibilité qui est inférieure au test fécal. Donc pour le moment, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des pays qui pratiquent la coloscopie en dépistage systématique? Alors, en fait, soit ça dépend des pays, mais il y a des pays qui ont choisi, comme la France, comme l'Italie, qui ont choisi de faire un test de dépistage de sang dans les selles pour les groupes à risque moyen. Oui. Hein. Et puis, il y a d'autres pays qui ont, eux, mis en place des situations multimodales, c'est-à-dire comme aux États-Unis, par exemple, où on a le coloscanner qui intervient, de même que la coloscopie primaire. D'autres font des rectosigmoïdoscopies simples en dépistage. Donc il y a différentes modalités. Ce qui est important comme message à dire, c'est qu'il est important de ne pas rien faire. D'accord. Mais la coloscopie ciblée, c'est-à-dire, vous pourrez nous rappeler d'ailleurs pour nos confrères généralistes ce que vous appelez la coloscopie ciblée, ne serait pas une attitude plus pragmatique que ce dépistage de masse qui a de la peine à se mettre en place? Alors, la coloscopie, elle doit être l'examen de première ligne pour les groupes à risque élevé ou groupes à risque très élevé, c'est-à-dire principalement avec, pour faire simple, des antécédents. Des antécédents personnels, familiaux, directement reliés dans les ascendants ou les descendants ou les collatéraux. Ça, clairement, c'est la coloscopie première. Pour tous les autres, une coloscopie ciblée, l'erreur serait de l'interpréter comme étant une coloscopie en cas de symptômes. Je ne vais pas faire de dépistage puisque je n'ai pas de symptômes. Là, c'est une erreur. On n'est plus dans un raisonnement de dépistage, on est dans un raisonnement de diagnostic. Parce qu'il y a des symptômes. Et en cas de symptômes qui, globalement, sont la présence de rectoragie, hein, est-ce que c'est coloscopie systématique ou... Alors là, oui, parce qu'on quitte le domaine du dépistage, on est dans l'affirmation du caractère distal du saignement. Et le coloscanner, vous en pensez quoi par rapport à vous qui faites beaucoup de coloscopies Alors, on peut donner deux points de vue, mais personnellement, les données, enfin, c'est pas personnel, les données du coloscanner montrent que chaque année de vie sauvée coûte 15% plus cher. Tout simplement parce que, dans certaines circonstances, l'examen, qui est une interprétation d'image, n'est pas interprétable, ou s'il y a une lésion, il faut refaire l'examen. Et le rythme, pour le moment, de validation dans le dépistage est à un rythme qui est bien supérieur à celui de la coloscopie, malgré ces rares accidents. Donc,
à ce jour, en France, les recommandations de l'assurance maladie, c'est pour les gens qui peuvent le supporter, de faire une coloscopie première. Est-ce qu'il n'y a pas une bagarre entre les chirurgiens et les coloscopistes sur justement le fait de faire coloscanner? S'il y a quelque chose, ça va directement chez vous. Coloscopie directe, vous pouvez intervenir. Vous, non, il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de. Ah non, en France, c'est assez bien sectorisé. Par rapport à d'autres pays où l'activité colorectale est partagée entre les chirurgiens qui peuvent faire des gestes endoscopistes et opérer les patients, en France, les chirurgiens sont des opérateurs, ils enlèvent la tumeur quand c'est nécessaire, mais ils ne participent pas au diagnostic, y compris à la chirurgie, pour enlever tout ce qui est enlevable par voie endoscopie. Pour revenir sur le dépistage, c'est vrai qu'il n'y a que 2 options à l'heure actuelle, où on essaye de dépister, où on fait la coloscopie quand on a un patient qui a finalement un test positif. Il y a peut-être une autre option qu'on n'a pas développée en France et qui se fait beaucoup en Angleterre, c'est de confier des coloscopies à des gens qui ne sont pas gastro-entérologues, à des infirmières, à des techniciens, et accepter que ça ne se fasse que sur la partie gagnante, finalement, là où il y a le pourcentage le plus élevé de polypes et de cancers à trouver, c'est-à-dire sur la partie distale du côlon, et donc à ce moment-là, on n'a pas d'anesthésie générale. Oui. C'est faisable par un technicien, il n'y a pas besoin d'une formation plus élevée. Donc je ne sais pas s'il y a eu des discussions comme ça. En France, la délégation de tâches, c'est plutôt mal vu. Mais on pourrait pas imaginer encore plus simple sur le coloscanner, où là, il n'y a pas d'acte d'anesthésie ou choses comme ça. Et là, c'est juste interpréter des images, que font d'ailleurs beaucoup de mammographistes. Manifestement, c'est pas la mode. Moi, j'ai 2 commentaires à faire. Le premier, c'est que c'est pour attirer ceux qui nous regardent. Ils vont vous mettre au chomage, hein, vous avez bien compris. Hein. Et réciproquement. Mais pour attirer l'attention de ceux qui nous regardent, c'est que la coloscopie ne localise pas parfaitement à 100% les tumeurs. Donc là où il doit y avoir une coopération nécessaire entre le médecin et le chirurgien... Il y a des tumeurs qui passent à côté de la coloscopie donc, qui sont vues, mais qui sont mal localisées. C'est-à-dire, et ça peut avoir une incidence signifiante sur la stratégie chirurgicale. Vous faites toujours une vérification avec un scanner quand vous voyez une tumeur, non? Alors, pas forcément. Ça va dépendre du type histologique. Ça va dépendre... Il y a une stratégie en aval. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir garder un esprit critique vis-à-vis de l'endoscopie pour dire, voilà, il y a une information, mais cette information-là n'est pas forcément... n'est pas forcément totalement décisionnelle. Et donc, c'est là où il peut y avoir une coopération dans ces équipes qui sont effectivement le chirurgien, le radiologue. Mais ça, on l'a bien compris, mais là, c'était la délégation de tâches dont on parlait. Alors, si on parle maintenant, deuxième point, de la délégation de tâches, c'est vrai que alors ça, en France, c'est pas du tout à la mode. Nous, on est relativement réservé vis-à-vis de ça parce qu'il y a des études qui ont été faites qui ont comparé les examens endoscopiques réalisés par des internistes, par des nurses, parce qu'effectivement c'est anglo-saxon, ou par des gastro-entérologues. Et le taux de détection de polypes et d'adénomes est significativement plus élevé que lorsque c'est un gastro-entérologue qui l'effectue. C'est pour ça qu'on conserve une certaine réserve vis-à-vis. À la limite, si je voulais dire, et si je devais avoir une coloscopie, je dirais que moi je serais volontaire pour participer à un essai comme ça, être randomisé, être tiré interniste ou nurse, le refuser et demander la coloscopie par le gastro-entérologue. C'est un peu provocateur, mais je pense quand même que ça correspond à ce jour à la pratique gastro-entérologique française. Vous avez votre réponse, hein, Éric Lodier, hein, en termes médico-économiques, c'est vrai que l'idéal quand même serait, pour me rapprocher quand même du professeur Rullier, c'est de dire cette stratégie-là est probablement intéressante pour permettre plus d'examens à moins de monde. Et si on voulait mettre une pierre dans le jardin des gastro-entérologues, je ne sais pas ce que lui en pense, c'est de diminuer la fréquence des coloscopies qui sont souvent faites avec des intervalles qui sont probablement trop rapprochés. Vous avez un raisonnement qui est peut-être un peu ambigu. Vous dites faut pas faire des coloscopies à tout le monde parce que ça coûte cher. Puis là, vous dites faut pas faire parce que vous dites l'inverse pour la délégation de tâches. Donc l'économie vous paraît pas être un problème. Donc on peut aussi vous taxer d'avoir une vision qui défend votre profession, quoi.
Peut-être, enfin, j'assume complètement, le conflit d'intérêt est évident, mais ce que je veux dire, c'est pas le nombre de coloscopies, il faut qu'elle soit bien faite. Ok, voilà. bon, alors on va partir du principe qu'elle est bien faite. Est-ce que le diagnostic de visu est suffisant ou ça se conçoit qu'avec une confirmation anatomopathologique? Qu'avec une confirmation anatomopathologique. Ça c'est clair. Oui. Oui, avant, on pouvait imaginer qu'on pouvait se passer de la confirmation parce qu'il se trouve que 95% des tumeurs de l'intestin ont la même nature histologique. Mais en fait, maintenant, les stratégies évoluent. Ça veut dire que les traitements, ce qui participe à la guérison des patients, ce n'est pas simplement la chirurgie, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie dans certains cas. Et les traitements sont devenus de plus en plus ciblés, de plus en plus à la carte. Et on a besoin d'une cartographie du génome quasiment des tumeurs pour décider du meilleur traitement. Et donc, la biopsie... Mais ça, la biopsie... Le cancérologue. Oui, mais c'est une attitude maintenant commune à tous les cancérologues. Tout le monde est d'accord, c'est pas l'affaire de spécialistes. D'accord. Ça veut dire que les tumeurs, maintenant, elles sont... La biogénomique n'est pas rentrée chez vous. Elles sont décortiquées, et donc il faut connaître la nature de la tumeur initialement, et pas simplement savoir que c'est un cancer tout court. C'est un cancer qui métastase vite, ou c'est un cancer qui a beaucoup de métastases parce qu'il est trop ancien? Les deux? Les deux. Ouais. 30% de métastases, comme on l'a dit au moment du diagnostic. C'est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et dans ceux qui n'en ont pas, une métastase va apparaître dans les 3 ans dans un tiers des cas à peu près. Oui, Éric Roulier. Oui, il ne faut pas dramatiser parce que c'est souvent la préoccupation des patients quand ils ont un cancer. Ils veulent une prise en charge immédiate, rapide, parce qu'ils ont peur d'une diffusion, d'une généralisation immédiate. Il faut rappeler que c'est un cancer par rapport à d'autres qui se développent très lentement. Donc, il n'y a pas un danger imminent et on a le temps. Il vaut mieux prendre le temps d'une bonne organisation, de faire tous les examens pour prendre la bonne décision, plutôt que de partir trop tôt en ayant l'angoisse. Enfin, se donner quelques semaines, il n'y a pas de risque. La bonne séquence, c'est coloscopie, anapath. On vérifie tout ça. Et après, imagerie, tout ça dans la foulée. C'est comme ça que ça se pratique systématiquement. C'est une séquence classique. Ce qu'il y a de vrai, c'est que lorsqu'il doit y avoir des traitements complémentaires, on dit adjuvants, en post-opératoire, par contre, on a montré qu'il y avait un délai à respecter. D'où l'importance de la réflexion préalable qui permet justement de mettre quelqu'un dans un circuit qui va rouler de lui-même et éviter les phases de délai. Alors, on parle beaucoup du dépistage, on parle beaucoup de la chirurgie, on parle très peu du traitement médical et de ses avancées. Il repose toujours sur les mêmes molécules, on ne voit pas poindre des nouveautés réelles, comme justement, vous avez parlé du mélanome, qui est une hypothèse d'école, mais cancer du sein, ça bouge beaucoup, cancer de la vessie, ça bouge beaucoup, cancer du poumon, on commence à avoir des vrais espoirs. Chaque fois que je vais à l'ASCO, je ne vois rien bouger sur le cancer d'intestin. Alors c'est vrai que ça bouge un tout petit peu à la marge, c'est-à-dire que les indications, l'affinement des indications des chimiothérapies, depuis l'étude Mosaïque qui a permis de valider le recours au FOLFOX 4 standard dans les traitements adjuvants, après est affiné en fonction de l'âge du patient, en fonction de son différent statut, y compris de son différent statut génétique, savoir s'il a des instabilités génomiques ou pas. Les thérapeutiques ciblées qui ont été, qui sont principalement dans le cancer colorectal utilisées dans les formes métastatiques, ont évolué moins rapidement que dans les autres tumeurs solides, qui sont effectivement le poumon, la vessie. Et l'onco-immuno, vous dites que vous faites l'analyse génétique des tumeurs, PD-1 et anti-LPD1, ça aboutit pas sur des tentatives d'utilisation? Alors là, il y a des essais qui sont actuellement en cours, mais notamment pour les PD1 et les anti-PD1, on a des études qui, pour le moment, n'ont pas montré de bénéfice pour le cancer colorectal. Donc c'est probablement, ça a été un peu décevant de ce point de vue-là, mais c'est probablement celui parmi les tumeurs solides qui n'a pas tiré le plus de bénéfices de cette approche immunologique. Il en a une approche autre avec d'autres types d'anticorps ou d'inhibiteurs de la prolifération cellulaire. Éric ? Oui, si on résume, c'est vrai qu'on pourrait avoir, avec une vision globale et en prenant du recul,
le sentiment qu'on n'a pas fait de grands progrès révolutionnaires dans le traitement complémentaire, si on parle des chimiothérapies dans le cancer colorectal, notamment dans l'adjuvant. C'est-à-dire, une fois qu'on a opéré, on va dire, il y a un patient sur 2 qui va être sauvé. Est-ce qu'on peut augmenter les chances de survie? On sait depuis une vingtaine d'années qu'en donnant une chimiothérapie avec 2 médicaments, on peut augmenter de 10 à 20% les chances de guérison. Après, tout ce qui a été testé depuis plus de 10 ans en augmentant le nombre de chimios, en rajoutant tout ce qui est de plus moderne, les thérapies ciblées, ça a été un petit peu décevant. Mais par contre, on a appris des choses et qui sont très utiles pour les patients. Par exemple, récemment, on sait qu'au lieu de donner 6 mois de chimiothérapie, peut-être qu'en donnant 3 mois, ça va être suffisant. On sait aussi que peut-être qu'au lieu de le donner après, si on le donne avant, ça va être plus pertinent parce qu'on va sélectionner. Vous ne faites pas de chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire de commencer par un traitement chimiothérapique? C'est en train de changer. C'est en train de changer dans la plupart des cancers digestifs. Dans le cancer du rectum, il y a 2 études randomisées qui ont été faites. On attend les résultats, mais c'est déjà passé dans les mœurs et on mesure les avantages. Donc probablement que les résultats seront là pour confirmer. L'essai Prodige 23 a été terminé. On attend les résultats de l'analyse. Mais on sent qu'il y a une modification dans la prise en charge, une meilleure tolérance. Ça vous facilite le travail? Oui, ça facilite énormément parce qu'en fait, ça sélectionne les tumeurs avant. Initialement, ça avait été imaginé parce que comme la chirurgie, elle est morbide, elle entraîne des complications, on ne peut pas donner les traitements chez les patients qui ont eu des complications après, puisque pour qu'elle soit efficace, il faut la démarrer idéalement dans le mois qui suit. Et donc, on s'est dit, les cancérologues, on se dit à juste titre avec les gastro-entérologues, donnons le traitement avant, comme ça, plus de patients le recevront et donc on augmentera la survie s'ils sont vraiment efficaces et c'est le cas. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en donnant ces traitements avant, on s'est rendu compte qu'on faisait le tri, on reconnaissait en identifiant les patients qui répondaient bien à ce traitement, c'est-à-dire là où le traitement était efficace et ça permettait de ne pas le donner peut-être à ceux qui n'avaient pas besoin et surtout de changer les stratégies chirurgicales et d'être économe et donc un gain en termes de qualité de vie. Donc ça, c'est l'évolution des choses. On n'a pas encore tout démontré, donc ça veut dire que ce n'est pas des standards, ce qu'on évoque. C'est une évolution de la médecine et donc c'était pour anticiper de dire que tout n'est pas bon dans la chimiothérapie en termes de nouveautés, en termes de nouvelles drogues, mais par contre les stratégies ont changé. Mais on est clair, la chirurgie c'est un recours systématique. Oui, aujourd'hui, que ce soit pour le cancer du côlon et le cancer du rectum, il est de bon ton de dire qu'on ne peut pas guérir sans la chirurgie. Maintenant, ça aussi, c'est en train de changer. Ah bon, chirurgie, radiothérapie, chirurgie, on a vu chimiothérapie, et la radiothérapie, on n'en parle pas? Ça dépend, c'est-à-dire qu'il faut séparer le cancer du côlon, qui est les 2 tiers des cancers colorectaux, du cancer du rectum. Pour le cancer du côlon, la stratégie est simple, l'opération d'abord, la chimiothérapie, 6 mois, après, et ça c'est le standard. Il n'y a pas besoin de la radiothérapie parce que la chirurgie contrôle assez la maladie localement. Pour le cancer du rectum, c'est un peu plus compliqué parce que la maladie est située au niveau du pelvis, donc très près des organes, plus difficile à enlever, donc avec un risque que la maladie revienne non seulement au niveau des métastases, comme pour le cancer du côlon, mais également localement au fond du pelvis. Et donc le but de la radiothérapie, c'est aider le chirurgien à éviter que ça revienne localement. Donc effectivement, pour le rectum, la stratégie est un peu plus complexe. On a l'habitude de commencer par les rayons, après faire la chirurgie et on finit par la chimiothérapie, ce qui fait que c'est une stratégie, un programme un peu long et très lourd pour le patient et qui prend plusieurs mois. Bon, alors on a l'impression que votre discipline, elle évolue beaucoup, que vous êtes en train de mettre des nouveaux protocoles en jeu. Je sais que vous avez publié une étude dans le Lancet extrêmement intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, essayer d'être le moins lésant pour le patient, c'est votre préoccupation? C'est-à-dire que c'est la première chose qui vous préoccupe? Oui. Parce que ce qui n'était pas le cas autrefois. Oui, exactement. Il faut regarder les choses dans le temps. Il y a 20 ans, on guérissait à peine un patient sur 2. Aujourd'hui, il y a des progrès qui ont amené à guérir 2 patients sur 3. On est à 70% de guérison pour les cancers du rectum. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a des patients qui sont guéris, on leur a fait les rayons, la chimiothérapie, la chirurgie, qui est l'ablation du rectum. Et quelquefois, la tumeur était stérilisée tellement les traitements avaient été intensifs. Donc on avait enlevé un organe finalement de façon inutile. Par contre, les patients avaient des séquelles. Certains avaient un anus artificiel, donc une poche sur l'abdomen. D'autres avaient une impuissance, une incontinence, parce que quand on enlève le rectum, on passe près de la prostate. Et donc il y a tous ces effets secondaires
secondaires. Et donc les gens avaient une qualité de vie effroyable. Mais il faut dire qu'il y a 10 ans, les critères, c'était pour la plupart d'entre nous, médecins spécialisés dans cette thématique, c'était de guérir. Donc on avait sauvé, pendant très longtemps, quel que soit le coût. Pendant très longtemps, la discussion envers le patient, elle était quasiment close. On lui disait de quoi vous plaignez-vous, vous êtes en vie. Aujourd'hui, c'est plus acceptable ça, puisque la plupart sont guéris. C'est un bon cancer, le cancer du rectum et le cancer du côlon par rapport à un cancer de l'estomac, du pancréas ou de l'œsophage. C'est d'excellents pronostics. Donc maintenant, les questions ne sont plus la guérison. En grande partie, les questions, c'est la qualité de vie. Les gens, il faut les réinsérer. Ils ont droit à une vie professionnelle, sociale, affective. Et donc là, il faut faire le même chemin qui a été fait dans le cancer du sein il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on a enlevé l'organe. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une combinaison radiothérapie-tumorectomie. Et reconstruit. Voilà. Non, c'est éviter d'enlever l'organe. Oui. C'est la préservation d'organes. Eh bien, le rectum est en train de faire un chemin de façon assez extraordinaire, similaire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, vous avez évoqué la radiothérapie. Le cancer du rectum est un adénocarcinome de nature. Il était considéré comme radiorésistant. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on sélectionne les tumeurs, le paradoxe, c'est que dans la stratégie, les standards, on traitait les gros cancers avec des rayons, les petits, on les opérait d'emblée. Et bien là, il faut avoir le courage de traiter avec les rayons les petits cancers. Et après, on se rend compte que si on rajoute de la chimiothérapie à tout ça, ils régressent, ils disparaissent et la chirurgie disparaît. Donc le progrès, c'est éviter l'ablation du rectum, faire une simple surveillance ou enlever un petit résidu si c'est possible. C'est ce qu'on a montré dans l'étude française qui a été publiée récemment. Oui, alors justement, dans l'expérience de votre centre, l'ablation du rectum devient rare Non, là c'est un peu extrémiste, mais dans la philosophie, elle doit être discutée systématiquement. Oui. Et là, on peut dire qu'on a maintenant pratiquement 20% des patients à qui on peut éviter l'ablation du rectum et assurer la guérison. Quand j'ai dit ça, Philippe Godberge, mais parce que vous me trouviez trop enthousiaste, mais n'empêche que c'est quand même des chiffres 20%, des chiffres déjà que les chirurgiens réfléchissent à la qualité de vie de ces patients, c'est quelque chose qu'en médecine apparaît beaucoup. C'est aussi une notion, et avec autant de conviction qu'Éric Rullier, c'est quand même quelque chose d'important à souligner. C'est sûr que cette approche doit beaucoup à Éric Rullier. Juste une remarque, c'est que la problématique du cancer du rectum et du côlon, bien que ce soit un organe très similaire, n'est pas le même de par leur position anatomique respective. C'est-à-dire que la mutilation qui est liée à la chirurgie colique est infiniment moindre que celle qui est liée au cancer du rectum. De ce fait, la place de la chirurgie est restée plus facilement prédominante dans le cancer du côlon et avait un côté éradicateur plus simple à mettre en route, ce qui fait que les chimiothérapies néo-adjuvantes ont beaucoup plus de mal à montrer un bénéfice en termes de survie sans récidive ou de qualité, où elles ne s'adressent qu'à des formes particulières qui sont des stades locaux avancés non métastatiques. Dans le cadre du cancer du rectum, la chirurgie, même entre les meilleures mains, conservant de nombreux effets secondaires liés à l'absence de la fonction réservoir essentielle du rectum et à la proximité de l'innervation, fait qu'il y a eu toute une école, des écoles, mais une école notamment à Bordeaux, qui cherche à préserver le plus possible l'organe. Et c'est l'efficacité de ces traitements néo-adjuvants qui, en faisant disparaître les tumeurs et en faisant des pièces blanches, ont amené cette réflexion. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'après une radiothérapie, la qualité de vie soit aussi parfaite, puisque la fonctionnalité du rectum qui a été traité par des rayons n'est pas forcément excellente, mais la conservation du circuit digestif fait que la qualité de vie reste meilleure. Ce que vous dites aussi, si je lis entre les lignes, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait dans la vraie vie. La Bordeaux est un centre qui... Alors, ça a beaucoup... C'est à vous que je pose la question, est-ce qu'on ne peut pas la poser à Éric Rullier ? Alors, c'est un peu vrai, mais pas complètement. C'est-à-dire que ce qui a fait avancer les choses, ce sont des éléments organisationnels. On s'est aperçu que si on voulait allonger l'espérance de vie liée au cancer, il fallait que tout le monde soit traité à travers toute la France avec la même chance et la même qualité. Ce qui fait que lorsque l'on voit l'application des protocoles, y compris des chimiothérapies, soit on s'est aperçu, par exemple, que pour les chimiothérapies adjuvantes dans le cancer du côlon, qui était pourtant bien démontré, c'était seulement 50 à 60% des patients qui devraient en avoir une qui l'avaient.
Donc si on veut améliorer l'espérance de vie, c'est vrai qu'il faut améliorer les techniques, il faut aussi améliorer l'application de ce qui existe déjà. Et ça a été l'un des bénéfices du plan cancer qui a imposé, et ça a peut-être été par le biais des patients et des pouvoirs publics, des réunions de concertation qui doivent permettre de mettre en route les traitements ultérieurs. On va imposer bientôt la technique bordelaise, alors si j'ai bien compris, ça sera une façon de faire avancer les choses. La voie d'abord, est-ce qu'elle change? C'est-à-dire, est-ce que vous faites de plus en plus d'interventions coloscopiques que d'interventions chirurgicales? Non, vous restez toujours... Non, peut-être ce que vous voulez dire, la voie d'abord chirurgicale. Chirurgicale, hein. Avant, on faisait des grandes incisions, c'est-à-dire il y avait des balafres, ce qu'on appelle une laparotomie. Les gens étaient ouverts, enfin, quand je dis avant, ça se fait encore. Hein. Si on compare par exemple la France, pour le cancer colorectal, il y a entre 50 et 60% des opérations qui sont faites sans ouvrir. Alors qu'en Allemagne, c'est 90%. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que la voie d'abord change. La voie d'abord change, et il y a un aspect culturel. Les Français aiment l'innovation, donc les patients français bénéficient de ça. Donc, autrement dit, pour le traitement standard d'un cancer du côlon, et c'est vrai aussi pour le rectum, il n'y a plus de grandes balafres. On fait des chirurgies avec des... C'est quoi les 40% qui restent alors? Vous avez quand même 20 à 30%, ils ont des métastases d'emblée. Donc, si on doit les opérer... Ils n'ont pas de métastases en Allemagne, donc? Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que vous avez 20%, c'est des urgences. Donc l'urgence, quand il y a une péritonite ou une occlusion, il faut ouvrir. Après, vous en avez quelques-uns qui ont des métastases qui vont être opérés. D'accord, mais pourquoi il y a cette différence entre les deux pays? Alors là, on parlait de l'organisation et de l'application des règles. Et donc là, je suis d'accord que en France, il y a eu des gros efforts faits par le gouvernement et les sociétés savantes, et l'INCa en particulier, pour faciliter la mise en place de standards et vérifier l'application des standards. Et puis, dans les régions, qu'il y ait des réunions multidisciplinaires dans toutes les structures. Et ça, c'est quand même assez appliqué. Et par rapport aux autres pays, c'est un des points forts, je pense, de la France. Ça veut dire que les Français, quand même, ont l'opportunité, dans la majorité des centres, d'être soignés de façon assez similaire. Alors, avant de passer à vos questions, une dernière en ce qui me concerne. Est-ce que c'est un cancer qui récidive beaucoup? Il récidive soit localement, dans les 2 à 3 ans, mais beaucoup, c'est un taux de récidive qui est de l'ordre de 20 à 30%, mais ça dépend beaucoup du stade initial, quand même. Mais sur les tumeurs qui sont des tumeurs stade 3 ou 4, on a un taux de récidive qui est élevé, principalement sous forme métastatique. Ça sera sans doute votre conclusion, mais la mienne est de dire que si tout était bien fait comme il faut en temps normal, en appliquant toutes les règles, c'est un cancer qui pourrait devenir presque anecdotique. Si on se donne les moyens, oui. Je voudrais juste à ce moment-là mettre une pierre dans le jardin de mes amis chirurgiens. Ça fait souffler, Eric. Oui, je vois. Juste une pierre dans la vie des chirurgiens. C'est sûr que l'élément, quand on envoie un patient se faire opérer, et qu'on est le médecin généraliste, on n'a pas forcément les critères de qualité de l'unité où on travaille. Voilà. Il y a quand même des repères simples, parce que parfois, en voulant faire vite et bien, on fait minimaliste. Voilà. C'est une chirurgie qui doit être faite par des gens entraînés, qui ont appris à le faire, qui en font beaucoup et qui en font régulièrement. Et par exemple, il y a un critère de gravité pour nous lorsqu'on discute en réunion de concertation, c'est le nombre de ganglions examinés. Si le nombre de ganglions examinés est en dessous de 12, on a affaire à un patient qui est à risque. Et ça constitue, on peut poser des indications de chimiothérapie uniquement sur ce critère-là. Donc on ne peut que inviter nos amis généralistes à pousser leur circuit de soins auquel ils vont confier leurs malades, à appliquer les meilleurs protocoles possibles. Ça va sonner le téléphone à Bordeaux, moi je vous le dis. Bon, on va passer à vos questions. Alors, pendant le jingle, Philippe Goldberg disait à Creulier, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Pourquoi il ne serait pas d'accord? Vous trouvez provocateur en disant ça? Eric? Non, c'est vrai qu'on a deux problèmes à régler de façon simultanée. D'abord, il faut essayer d'homogénéiser les pratiques en France, parce qu'on n'aime pas trop que les gens soient traités d'une façon différente d'un endroit à un autre. Mais après, il faut aussi accepter le fait qu'il y ait des centres qui soient un peu leaders, puisque une des missions de certains, c'est de faire de la recherche et d'avancer. Et quand on est dans une situation avec une maladie qui est complexe, ça me paraît logique d'aller dans les centres d'excellence. Alors, une première question. Il existe encore des confrères qui effectuent des coloscopies sans anesthésie générale. Est-ce que c'est vrai ou on est dans l'anecdotique? En France, on est dans l'anecdotique.
Donc si quelqu'un le fait parmi les médecins qui ne souhaitent changer de coloscopie, si je comprends bien. Non, pas forcément, parce que ça reste anecdotique, ça ne veut pas forcément dire que c'est mal fait. Ça veut simplement dire que localement... Ça veut dire qu'on fait souffrir le patient, quoi. Parce que si vous faites une anesthésie, c'est que probablement c'est douloureux, sinon c'est pour faire travailler les anesthésistes. Le taux de coloscopie complète est plus faible lorsqu'il n'y a pas d'anesthésie, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est un examen qui doit être réalisé en ambulatoire et il faut voir que dans le maillage du territoire, eh bien, la distance du centre d'endoscopie peut être telle que ce n'est pas toujours possible de le faire. Et il peut y avoir des justifications à l'absence d'anesthésie. Alors, quelqu'un qui trouve qu'Éric Rullier a raison, il ne faut pas rêver, ce n'est pas la coloscopie qui est en cause, mais tout simplement le nombre de gastro qui n'est pas suffisant pour le nombre de malades et que la délégation de tâches pourrait résoudre ça. Bon, on a déjà un peu répondu, mais je crois qu'effectivement les médecins aiment bien insister là-dessus. La délégation de tâches, vue du généraliste, elle est compréhensible, mais vis-à-vis vue du spécialiste, elle est plus compliquée, non ? Non, je crois que nos confrères généralistes ont raison. La délégation de tâches, faire des coloscopies de dépistage simple pour un gastro-entérologue, c'est d'un intérêt qui est quand même intellectuellement assez modeste. Ce qui est intéressant, c'est de faire de l'instrumental pour qu'il y ait un élément de réflexion. Donc c'est vrai, encore faut-il que ce soit validé et fait par des gens qui y aient été entraînés et qui aient appris à le faire. Éric Rullier ? Moi, je crois que c'est surtout un problème quand même de culture dans notre pays et on peut comprendre aussi les spécialistes, les médecins. Quand on s'investit, qu'on a fait plus d'une dizaine d'années d'études, on a du mal à imaginer qu'un technicien fera la même chose. Mais il faut savoir qu'en chirurgie, on a le même problème. Il vient d'être validé le fait que les infirmières vont être des techniciennes chirurgiennes et elles seront capables d'ouvrir les ventres, de les fermer et elles auront une formation pour ça parce que les chirurgiens ne sont pas assez nombreux pour tout faire. Il aurait pu vous jeter une pierre encore un peu dans votre jardin, c'est de parler des robots, parce que les robots... Vous ne m'avez pas laissé le temps pour parler de ça, mais le robot va peut-être remplacer le chirurgien. Il y a pas mal d'études et beaucoup d'expériences là-dessus. Et on n'a pas tout évoqué sur la chirurgie mini-invasive. Il n'y a pas que le fait d'éviter la cicatrice, avec les avantages en termes d'éviter les douleurs, rester moins longtemps à l'hôpital, avoir moins de séquelles. Il y a le fait qu'on peut développer maintenant, et la chirurgie du cancer du rectum se fait par les voies naturelles. Donc on passe de moins en moins par le ventre. Oui. Et si on peut avoir un robot, non seulement qui remplacerait les gestes du chirurgien par le ventre, mais par les voies naturelles, et il y a des outils qui commencent à apparaître sur le marché là-dessus, ça veut dire que le patient pourrait ne pas avoir l'impression d'être opéré alors qu'il aurait une chirurgie majeure. Donc les progrès continuent. Quelqu'un dit qu'il n'a pas tout à fait compris entre vos deux attitudes sur la prime à la rapidité. Après diagnostic, traitement, est-ce que... Apparemment, vous avez l'air de dire qu'on a le temps, mais de l'autre côté, il fallait le faire assez rapidement. C'est quoi Non. On ne réfléchit pas au bloc opératoire, on réfléchit avant. Donc la stratégie doit être déterminée. Après, lorsqu'il y a eu la manipulation de la tumeur et les gestes qui vont avec, que ce soit fait par un opérateur compétent ou par un robot compétent, il y a un délai au-delà duquel on a montré que plus de 3 mois après, la chimiothérapie adjuvante avait moins d'impact sur l'espérance de vie. Ce qui explique qu'il faut aussi se faire opérer sans complications post-opératoires. Éric Rullier ? Moi, je dirais l'urgence que c'est apprenez à vos patients d'être patient. Le principal, c'est pas d'être traité, d'être opéré dans l'urgence et d'arriver avec le chirurgien avec sa valise. Le principal, c'est de lui expliquer qu'il va avoir une prise en charge globale, qu'il faut tout organiser comme ça vient d'être dit précédemment et pas se précipiter. Des commentaires élogieux sur vous deux, je ne vous les dis pas parce que ça va vous faire rougir. Vous avez chacun 1 minute pour conclure. On commence par vous, Philippe Godberge. Ne pas négliger les symptômes, ne pas avoir peur de la coloscopie et surtout ne pas confondre, ne pas rapporter systématiquement tous les saignements à une pathologie hémorroïdaire et savoir interroger les patients sur leurs antécédents pour poser des examens qui restent quand même extrêmement simples. 1 250 000 coloscopies par an, il faudrait que ce soit plutôt à plus de monde motivé par leur médecin traitant dans lequel ils ont confiance. Éric Rullier. Moi, je pense pour les collègues médecins qui vont prendre en charge ces patients, il faut bien expliquer aux patients que le traitement va être long, qu'il va être assez douloureux, en particulier pour le cancer du rectum, mais qu'il y a des espoirs. Ces patients ont une grande chance de guérir, donc ça vaut la peine de s'investir et de prendre le temps de bien réfléchir. Ah, je vous trouve un petit peu... Churchill. Oui,
Du sang et des larmes, mais bon, on va y arriver. Oui, mais je pense qu'il vaut mieux dire la vérité au patient, surtout quand il a affronté les complications, parce que les complications de la chirurgie sont réelles, et souvent c'était minimisé par les premières étapes du diagnostic. On le dit, c'est rien du tout, c'est une petite chirurgie, il n'y aura pas de cicatrice. La vraie vie, elle n'est pas là. La vraie vie, c'est les gens vont être confrontés par un potentiel de complications, et il faut surmonter tout ça pour aller au bout du traitement. Donc je pense qu'il faut dire la vérité, parce que les gens, sinon, ils vont aller la chercher par des informations sur Internet qui seront erronées. Donc il vaut mieux être franc avec eux. Pas tout erroné, s'il vous plaît. Pas toujours. Jusqu'ici, je l'ai parfaitement suivi. Ne rentrez pas dans la caricature disant tout est bon chez moi, mais tout est mauvais sur Internet. Il y a aussi des gens qui, sur Internet, font de l'information et nous sommes la preuve vivante. Très bien. Voilà. Merci. Écoutez, je vous remercie de la qualité de cette émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions. Je suppose qu'elles vont être nombreuses. jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site de fréquencemédicale.com. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.